Donc bonjour à toutes et à tous, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter donc le chapitre 12 de notre cours qui concerne donc le travail et l'énergie mécanique. Alors cette notion de travail, c'est quelque chose qui est assez complexe à concevoir, on a un peu de mal en fait à concevoir vraiment cette notion d'énergie et de travail, il y a un lien entre les deux justement. Et c'est pour ça que je vous avais demandé dès le départ de faire cette introduction qui est l'activité ici dans le livre, page 216, d'accord. Donc, c'est pas la peine de regarder cette vidéo si vous n'avez pas fait ça avant. Là, vous fermez la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas faite, vous allez dans votre livre, vous faites l'activité et seulement après vous revenez. Mais je rappelle, la correction de l'activité vous sera donnée également en version papier. L'idée ici de l'activité, c'est de comprendre que on a une force qui s'exerce qui est le poids de l'objet, ici. C'est toujours la même masse, toujours le même poids, finalement, P égale M fois G. Mais par contre, on cherche à soulever cette masse sur une certaine distance, toujours la même distance. Mais pour ça, on va utiliser différentes poulies, et quand on va mesurer du coup avec un dynamomètre la traction qu'on va devoir effectuer sur le fil pour pouvoir soulever cette masse d'une certaine distance, forcément, on va se rendre compte que en ajoutant de plus en plus de poulies, finalement, l'effort à produire est plus faible. Alors qu'en fait, on fait exactement le même mouvement. On va soulever la poulie sur une hauteur de 30 cm, on vous dit, donc elle va se soulever sur une hauteur de 30 cm dans les trois cas, à la main directement, dans le deuxième cas avec 2 poulies et dans le troisième cas avec 4 poulies. Mais l'effort que vous allez devoir faire est beaucoup plus faible dans cette situation-là que dans cette situation-là. C'est l'objectif de cette activité. Et donc en fait, c'est justement en lien avec ce qu'on appelle le travail. Si on simplifie un petit peu, on peut dire que le travail de la force, ici, c'est tout simplement l'effort que vous avez à fournir ou l'énergie que va nous donner cette force pour produire le mouvement. Et donc ici, la force qui nous intéresse, c'est l'attraction qu'on va exercer sur le fil. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux cette notion de travail et également le lien avec des choses que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les énergies potentielles, les énergies cinétiques et les énergies mécaniques. Il y a d'ailleurs un TP qui est en lien avec ce document et ce cours que je vais également vous demander de faire à la maison. Vous allez voir, c'est assez facile. C'est avec Avimeka. Vous maîtrisez déjà normalement ce logiciel, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, on va redéfinir un petit peu cette notion de travail. La définition, on vous dit, on va utiliser une force qu'on considérera comme étant constante, c'est-à-dire la force va garder toujours la même direction, le même sens et la même norme en tout point de l'espace pendant le mouvement. Et c'est souvent le cas, par exemple, du poids. C'est l'exemple classique, le poids d'un objet. Quand on est sur des petites distances et sur des mouvements qui durent que quelques secondes à quelques minutes maximum, on peut considérer que le poids de l'objet est une force constante. Mais le travail mécanique de cette force, c'est en fait l'énergie que va fournir cette force au système. Alors, le système va subir la force pendant son déplacement. On est obligatoirement dans le cas d'un déplacement. Si votre objet est complètement immobile, le travail, il n'existe pas, il est nul. Alors, le travail de la force, c'est en fait l'énergie fournie à notre objet, à notre système, par cette force. Et donc ça s'exprime en joules, puisqu'on est en fait sur une énergie. Mais ici, on va appeler ça le travail. Donc, dans le cas d'une force constante appliquée entre un point A et un point B, le point A il est ici, le point B il est là. Le travail de cette force entre le point A et le point B, on va le noter W entre A et B de la force. Donc la force est un vecteur. On indique le point A et le point B, point de départ, point d'arrivée. Et donc travail, ça se note grand W, majuscule. Et on vous dit ici, donc c'est la définition que vous devez connaître absolument, c'est le produit scalaire des deux vecteurs, vecteur déplacement, c'est-à-dire le vecteur AB, par le vecteur force, qu'on va mettre en premier, par habitude. Et le produit scalaire, ça s'écrit vectoriellement, ici avec un point, ça c'est des choses que vous avez vues en mathématiques. D'accord ? Alors, dans le cas le plus simple, et c'est celui qu'on rencontrera toujours, nous, c'est-à-dire en fait on travaille toujours en 2 dimensions, on va avoir nos deux vecteurs qui ont en fait toujours un angle entre les deux. Ici, on va le noter en, par exemple, alpha. Et donc, vous avez vu ça en mathématiques, on va pouvoir simplifier ce produit scalaire en disant, finalement, c'est la norme du vecteur force multipliée par la norme du vecteur AB, en gros, la distance AB qu'on va mesurer en mètres, multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Voilà. Donc ça, il faut absolument le maîtriser pour pouvoir comprendre la suite, et c'était justement une des notions qui était déjà donnée dans l'activité du livre.
Maintenant qu'on a cette définition, on va pouvoir utiliser justement le travail et regarder en fait quelle est son influence sur le mouvement d'un objet. Par exemple, en fonction de l'angle alpha. Donc, lorsque le système reçoit du travail d'une force extérieure, à ce moment-là, le travail est positif et on parlera d'un travail moteur. Si je simplifie un petit peu, on vous dit finalement que voilà, le travail de la force ici est positif, donc on va considérer que la force participe au mouvement. La force, elle aide le mouvement, elle participe au mouvement. Dans l'autre cas, si le travail est négatif, dans ce cas-là, on est sur un travail résistant. Et donc ça veut dire que cette fois-ci, c'est une force qui s'oppose à votre mouvement, qui empêche le mouvement de se produire. On est dans les 4 exemples les plus courants, et vous allez voir que ça va dépendre à chaque fois de l'angle alpha, puisque la définition ici qu'on a donnée tout à l'heure du travail, qui est toujours noté ici, je vais la recopier ici. Le travail de la force, c'est la norme de la force multipliée par la distance AB, multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Nous, l'objectif, ça va être de dire comment est ce travail par rapport à cet angle, et donc de quel type de travail il s'agit. Et après, je vous montrerai ce que ça donne au niveau de la petite animation. Donc ici, le cas le plus facile, les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, l'angle alpha vaut 0, vous avez vu en mathématiques que le cosinus de 0, c'est égal à 1, si vous vous souvenez plus de ça, je rappelle, on peut utiliser par exemple le cercle trigonométrique, avec le cosinus qui est en fait sur l'axe des abscisses, et donc angle alpha égale 0, on est ici, et on est bien sur une distance qui vaut 1 au niveau distance, par rapport au rayon. Pour moi, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est que finalement, ce cosinus ici vaut 1, donc du coup, on peut dire que le travail de la force entre A et B, c'est tout simplement F fois AB. Ça, la norme d'une force, c'est positif, c'est une valeur en newton. La distance AB, comme on est entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est une distance en mètres qui est positive. Donc du coup, tout ça, c'est strictement positif. Et donc, on est sur un travail qui est moteur. On voit bien ici que la force, en fait, aide l'objet à aller du point A au point B. On est dans le même sens. Donc du coup, c'est bien une force qui a un travail moteur. La force participe au mouvement. Deuxième cas de figure, l'angle alpha est différent de 0, mais c'est un angle aigu, c'est-à-dire qu'il reste inférieur à 90 degrés. Dans ce cas-là, on va avoir le cosinus de l'angle alpha, qui va être compris entre deux valeurs. Quand l'angle alpha est égal à 90, on est ici sur le cercle trigonométrique, le cosinus vaut 0. Par contre, quand l'angle vaut 0, on était dans le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire le cosinus vaut 1. Donc on va avoir le cosinus alpha qui est compris entre 0 et 1. Quoi qu'il arrive, ça reste positif. Comme tout à l'heure, on va donc pouvoir conclure ici que le travail de notre force reste positif, puisque j'ai F qui est positif, AB qui est positif, et le cosinus de l'angle alpha qui est positif. Le travail est moteur. Donc même si j'ai un angle alpha entre la position A et la position B, c'est-à-dire la direction du mouvement, et la force, on voit qu'il y a quand même les deux forces, les deux vecteurs qui sont dans le même sens. Donc du coup, le travail est moteur. Troisième cas de figure, l'angle alpha est un angle obtus. Vous avez appris quand vous étiez en primaire, angle obtus, c'est-à-dire compris entre 90 degrés et 180 degrés. Dans ce cas-là, quand on regarde sur le cercle trigonométrique, on va être avec un cosinus qui est compris entre 0 et moins 1. Donc le cosinus de l'angle alpha est compris entre 0 et moins 1. Et donc le cosinus de l'angle alpha ici est négatif. F est positif, AB est positif, mais le cosinus, lui, sera négatif. Et donc du coup, cette fois-ci, mon travail est résistant. C'est-à-dire que la force, elle s'oppose au mouvement. L'objet va aller du point A vers le point B, mais la force a tendance à retenir notre objet. Ça va être par exemple des forces de frottement ou un ressort qui retient l'objet quand il veut aller du point A au point B. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour ces forces-là. On est bien sur ici un travail qui est résistant. Dernier cas de figure, quand vous avez un angle droit, parfaitement, avec alpha qui vaut 90 degrés, dans ce cas-là, le cosinus vaut 0, et donc le travail de la force entre A et B vaut 0, et en fait dans ce cas-là, il est donc nul, on dit à ce moment-là que la force F
ne travaille pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre objet va aller du point A au point B, mais cette force qui est ici n'intervient absolument pas dans ce mouvement. Elle ne va pas favoriser ou résister au mouvement. Elle est complètement neutre par rapport à ce mouvement. Ce mouvement va être dû à d'autres forces, dont on ne parle pas forcément dans l'énoncé ici, mais qu'il faudrait faire intervenir dans l'exercice. On est juste ici dans le cas où la force qui nous intéresse ne participe pas au mouvement. Donc pour pouvoir illustrer les notions qu'on vient de voir, le plus simple c'est d'aller en fait sur l'application que je vous ai proposée. Donc vous allez en fait directement sur le fichier PDF que je vous ai mis à votre disposition. Vous cliquez ici sur le lien animation, sinon les liens URL seront disponibles dans les commentaires de la vidéo. On valide, on arrive ici sur l'application qu'on va autoriser. Voilà. Et donc en fait l'idée ça va être ici de se mettre un petit peu dans la configuration que vous avez dans votre exercice. C'est-à-dire, si on regarde bien, vous avez le point A qui est ici en bas, le point B qui est légèrement un peu plus haut et un peu vers la droite. Et on va regarder en fait pour différentes valeurs de alpha. Donc le point A, lui, on ne peut pas le déplacer, mais le point B, lui, peut être déplacé. Donc, on va se mettre là. On va incliner en fait notre vecteur force pour qu'il soit dirigé vers le point B. D'accord ? Du coup, la valeur de l'angle ici, il ne va pas falloir en tenir compte, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle entre le vecteur force et le vecteur AB. Donc on voit ici que les deux sont collinéaires dans le même sens. Et puis on va pouvoir déclencher en fait l'application en mettant directement ici trajet 1, c'est-à-dire pour aller en ligne droite, de A vers B. Et ce qui va m'intéresser, c'est donc la valeur du travail de cette force. Voilà. Et on remarque que le vecteur force est collinéaire et de même sens au vecteur direction AB. On a bien un travail du coup qui est positif. Et donc, dans ce cas-là, le travail moteur, ça veut bien dire que la force, elle participe au mouvement, elle aide le mouvement. Par exemple, on pourrait dire que c'est la traction d'un fil ou d'un ressort, par exemple, qui entraîne votre objet du point A vers le point B. On remet à 0. Et on va maintenant faire varier la valeur de l'angle alpha, qui pour l'instant est égale à 0. Je vais la mettre légèrement supérieure à 0, mais pas à angle droit. On va être entre 0 et 90 degrés. Par exemple, je vais me mettre dans cette situation-là. D'accord ? Donc l'angle droit, il est ici par rapport à cet angle-là. On est entre les deux, entre 0 et 90 degrés. Je relance mon activité. Voilà. Et on remarque du coup que le travail de la force est toujours positif, le travail est toujours moteur, puisque même si je donnais un petit angle à ma force par rapport au vecteur AB, on est quand même dans le même sens, c'est-à-dire ici dirigé vers le haut et vers la droite. Donc du coup, en fait, la force continue de participer au mouvement. Pour aller de A vers B, il y a a priori peut-être d'autres phénomènes, soit c'est dû à la vitesse, soit c'est d'autres forces qui interviennent, mais en tout cas, cette force-là, elle participe également au mouvement et son travail est donc bien moteur. Alors la troisième situation, c'est quand on est sur un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Je me mets dans cette situation-là, par exemple. D'accord. Je déclenche mon activité et là on remarque que du coup la valeur du travail est négative, le travail est résistant, puisque en fait la valeur de mon vecteur force ici est dirigée vers la gauche, alors que mon objet doit aller de la gauche vers la droite. On voit que la force en fait s'oppose au mouvement. Si je recommence, la force a tendance à s'opposer au mouvement, elle résiste au mouvement. On pourrait avoir une ficelle, un élastique ou un ressort qui retient mon objet, qui l'empêche d'aller du point A vers le point B. L'objet y arrive quand même jusqu'au point B, mais cette force a résisté à ce mouvement, d'où son travail qui est négatif. Dernière situation, quand l'angle est parfaitement égal à 90 degrés, je rappelle, je ne regarde pas cette valeur qui est ici indiquée en bas, je regarde l'angle qui est fait entre le vecteur AB ici sur ma figure et mon vecteur force qui est ici. Donc là, on va essayer de se mettre à peu près à 90 degrés. Voilà, ça doit être bon normalement. Je relance l'activité, et puis on remarque que la valeur de mon travail, elle reste égale à 0. Alors eux, ils nous disent travail moteur parce que du coup c'est positif, mais en réalité c'est ni moteur ni résistant. En fait, c'est une force qui ne participe pas au mouvement. Même si cette force existe, notre objet va aller du point A au point B sans que cette force intervienne dans le mouvement, puisque les deux, ici on voit bien, le vecteur AB et le vecteur force sont orthogonaux. Donc le travail est nul, cette force ne travaille pas, ne participe pas au mouvement.
Alors maintenant qu'on a donc vu ces 4 cas de figure, on va pouvoir les appliquer finalement hein, à des cas concrets, c'est-à-dire à des forces que l'on connaît. Par exemple, le poids, j'en ai déjà parlé. Comment ça se passe dans le cas du poids? Eh bien, on va s'intéresser à un objet qui a une masse m, qui va se déplacer du point A au point B. Donc on est ici dans le cas d'une descente. Dans un référentiel galiléen, on peut par exemple penser au référentiel terrestre. Le champ de pesanteur a pour intensité petit g minuscule, on va le noter. Je vais le mettre ici, hein, d'accord. Une flèche dirigée vers le bas, le vecteur g, intensité de la pesanteur. Vous remarquez au passage qu'on est sur un axe OZ ici qui est dirigé vers le haut, au niveau des altitudes. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est quel est le travail du poids de notre objet, quel est le travail de cette force pour notre objet quand il va du point A au point B en fonction de son trajet. Par exemple, pour aller du point A au point B, mon objet il peut très bien faire cette trajectoire-là. Il peut très bien avoir cette trajectoire-là. Et bien en fait, ces trajectoires, finalement, ne vont pas influencer le travail. On va le justifier juste ici en dessous, en notant le travail entre le point A et le point B de la force qui m'intéresse, c'est-à-dire ici le poids. Ça sera donc, d'après la définition, la force scalaire, le vecteur AB. D'accord ? Je remplace. La norme du poids, c'est P égale M fois G. Le vecteur AB, ça sera ici la distance AB. Et on a besoin de faire intervenir le cosinus de l'angle alpha entre ces deux vecteurs. Donc on va devoir représenter ces deux vecteurs. Je représente donc le vecteur AB, ici. Voilà le vecteur AB hein, qui relie ces deux points dirigés de A vers B. Voilà le vecteur AB. Ensuite, je dois représenter également le poids, et on est bien sur une force qui est constante. Donc le poids de mon objet, qui est ici, dirigé vers le bas, hein, selon l'intensité de la pesanteur petit g, hein, les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, P égale M fois G. Voilà le poids. Et donc l'angle alpha, on le reconnaît, il est ici. Voilà l'angle alpha entre les deux vecteurs qui m'intéressent. Et bien en fait, quand on va regarder un petit peu ça, il y a des simplifications qui sont possibles pour cette expression, notamment avec un petit peu de trigonométrie, si vous regardez bien. Hein, on va faire apparaître les deux altitudes des points A et point B. Là, ici, on va avoir l'altitude ZA, et ici, on va avoir l'altitude ZB. Et en fait, quand vous regardez cette expression ici, AB fois le cosinus alpha, AB fois le cosinus d'alpha, en fait, quand on regarde un petit peu ça, c'est égal tout simplement à ZA moins ZB. C'est tout simplement de la trigonométrie dans le triangle rectangle qui est ici. On est sur cosinus de l'angle alpha qui vaut côté adjacent sur hypoténuse. Donc finalement, je remarque que le côté adjacent ici, hein, si on regarde bien, si je l'écris en dessous, cosinus alpha, ça sera cette distance-là, mais il faut faire attention, il faut respecter le sens. Donc on est de haut vers le bas. Donc ça va être ici ZA moins ZB, ce segment-là, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire en fait AB, dans ce sens-là. Donc, quand je regarde, hein, AB fois le cosinus alpha, c'est ZA moins ZB. Donc ici, je peux simplifier, ça va donner M fois G, facteur de l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est noté en dessous. Hein. On vous dit finalement, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi tout à l'heure. J'ai représenté deux trajectoires. Est-ce que l'objet a parcouru la trajectoire rouge? Est-ce que l'objet a parcouru la trajectoire verte? Ou au contraire, est-ce qu'il a été en ligne droite? Et bien finalement, ça n'a aucune importance. Ce qui va être important, c'est la position de départ et la position d'arrivée. Et notamment ici, l'altitude. On remarque que finalement, le travail du poids ne fait intervenir que la masse de l'objet, l'intensité de la pesanteur et les altitudes de départ et d'arrivée. Attention, on est bien dans ce sens-là. L'altitude de départ en premier, l'altitude d'arrivée en second. On dit que le poids, à ce moment-là, est une force conservative.
La force conservative, la définition que vous devez connaître, hein, une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Alors, ce qui va être important, c'est où est le point de départ, où est le point d'arrivée. Ce qui se passe entre les deux, on s'en fiche complètement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une force conservative. Les forces conservatives, il y en a deux qu'on travaille essentiellement au niveau de terminal, hein, le poids qu'on est en train de voir et la force électrique, qu'on verra dans un autre cas, juste après. Alors, exemple ici, hein, si ZA supérieur à ZB, bah c'est le cas de mon schéma, ZA est supérieur à ZB, l'objet est bien en train de descendre, d'accord, et c'est justement sous l'action de son poids, c'est l'attraction gravitationnelle, l'objet est attiré vers le bas, on est bien sur le poids qui est moteur, le travail en fait ici de la force va être positive, et donc on est sur un travail qui est moteur, le poids participe au mouvement, le poids aide l'objet à tomber vers le bas. En revanche, si ZA est inférieur à ZB, on va avoir cette expression qui sera négative. Le travail à ce moment-là sera négatif. ZA plus petit que ZB, ça voudrait dire que l'objet B est plus haut. Et en fait, dans ce cas-là, si l'objet B est plus haut, mon objet est en train de monter, mais le poids, lui, étant vers le bas, il s'oppose, en fait, à cette montée. C'est le cas, par exemple, si vous êtes dans un ascenseur, vous montez, mais votre poids, lui, est dirigé vers le bas. Ou quand vous montez des escaliers, c'est justement votre poids qui vous empêche de monter, qui vous oblige à faire un effort supplémentaire. Donc dans ce cas-là, la force qui nous intéresse, je remonte un petit peu, la force qui nous intéresse, c'est-à-dire le poids, s'oppose à la montée de notre objet. On est bien sûr un travail résistant. Et puis dans le cas où le point A et le point B sont à la même altitude, vous allez parcourir la distance à l'horizontale. Dans ce cas-là, le poids ne travaillera pas, puisqu'en fait son travail sera nul, puisqu'ici, hein, le cosinus de l'angle sera égal à 0. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans ce cas-là. Donc du coup, ici, si jamais vous parcourez à l'horizontale par rapport au poids, le poids ne travaille pas. Et ça, c'est souvent un exemple qu'on utilise et qui est assez pratique. Deux petits exercices d'application de ce qu'on vient de voir sur le travail du poids que je vous invite à faire assez rapidement, avant même de passer à la suite pour bien maîtriser cette notion. Alors, cette histoire de poids et de force qui est en fait ce qu'on appelle une force conservative, c'est-à-dire dont le travail ne dépend pas du trajet suivi. On va le remontrer à nouveau grâce à cette animation. Je me remets dans la situation de départ. Sauf qu'ici, hein, on est en fait dans le cas où notre objet devait descendre. Si je me remets dans la situation de mon fichier, d'accord, le point A il est ici en haut, le point B il est un peu plus bas vers la droite. Donc je vais me remettre exactement dans la même situation, histoire que vous compreniez bien. Le point B, je vais le mettre ici. Le poids, alors attention ici, hein, le poids, cette force F, est verticale normalement. Donc ici, je vais lui mettre un angle de 90 degrés vers le bas. Voilà, ça c'est ma force F, que je peux même augmenter au niveau de son intensité. L'objet doit aller du point A vers le point B. Et là, l'objectif, ça va être de regarder comment évolue la valeur du travail en joules pour cette force, pour aller du point A au point B, en fonction du trajet. Est-ce qu'on y va en ligne droite, ou est-ce qu'on varie cette trajectoire? En fait, on l'a vu, on l'a démontré juste avant, qu'en fait, ça ne va pas dépendre du trajet suivi. Ça dépend juste de la position du point A et du point B, et notamment ici, par rapport au poids, ça va dépendre des altitudes. On regarde, hein, vous avez ici sur l'application différents trajets possibles. Le premier trajet, c'est la ligne droite. On remarque du coup que le travail est bien moteur, hein, la force participe au mouvement et aide votre objet à descendre, puisqu'on est sur une force qui est vers le bas. On remarque ici que la valeur du travail de cette force vaut 5,3 joules. On recommence avec un deuxième trajet, complètement différent du premier. Remarquez que ça fait complètement différent. Mais au final, la valeur du travail reste la même. On a changé complètement de trajectoire, mais on reste sur un travail qui vaut 5,3 joules au final. Ça dépend bien donc uniquement du point A et du point B, et pas de ce qui se passe entre les deux. Troisième trajet possible. On remarque un trajet complètement différent. Hop, encore une fois, la valeur reste la même. Vous remarquez au passage que toute la partie où on était ici à l'horizontale, en fait, la valeur du travail n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était perpendiculaire au mouvement. Je refais. Vous voyez que ça ne varie pas. Par contre, après, ça rechange. Tant qu'on était en train de monter, le travail était résistant, parce que la force s'oppose au mouvement. L'objet y monte, mais la force est vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on avait une valeur qui était négative, avec un travail qui était résistant. Ensuite, toute la partie à l'horizontale,
Ça ne varie pas la valeur du travail puisque la force et le trajet AB étaient orthogonales. Par contre, toute la partie qui descend ici, le travail va réaugmenter, la valeur du travail augmente, la force participe au mouvement et donc à la fin, on obtient cette valeur de 5,3 joules. C'est la même que précédemment. Trajet numéro 4, un trajet qui est complètement aléatoire, vous voyez, hein, hop, et pourtant, on obtient encore une fois exactement la même valeur. Et ça, je peux le faire pour n'importe quelle situation. J'ai une option manuelle, vous voyez, hein, je prends mon vecteur et puis je lui fais parcourir moi-même tout le trajet que je veux. Vous voyez que quand je m'éloigne du point B en allant vers le haut, c'est-à-dire en m'opposant à la force F, je suis sur un travail résistant. La force s'oppose au mouvement. Moi, je veux aller vers le haut, mais la force veut aller vers le bas. Si je vais vers le bas cette fois-ci, du coup, la force et le mouvement sont dans le même sens. Donc vous voyez que le travail réaugmente, jusqu'à arriver à un moment où on va être en dessous de l'altitude du point A, et donc on passe à ce moment-là dans le travail moteur. Hop, et du coup, si par exemple, hop, on peut faire n'importe quel dessin, hop, on fait ce qu'on veut, un petit cœur par exemple, pour montrer que vous êtes bien, voilà. Et puis à la fin, l'idée, c'est finalement d'aller au point B. Et on retrouve la même valeur que d'habitude, 5,3 joules. On retrouve encore une fois le fait que le travail de cette force va dépendre uniquement du point de départ et du point d'arrivée, mais ça ne dépend absolument pas de ce qui s'est passé entre les deux. On est donc dans le cas d'une force qu'on dit conservative. Le travail ne dépend pas du chemin suivi.